c'est France Métropolitaine La Réunion, juin 2019. Et c'est l'exercice 4. Facile à reconnaître avec le fauteuil. Donc, vous avez un fauteuil, on vous parle d'un ébéniste qui décide de refaire les accoudoirs d'un fauteuil. Sur la figure ci-après, on modélise l'accoudoir par une fonction qui est f. La courbe représentative de f est notée CF. Donc là, vous avez la courbe représentative de f. Donc on voit, hein, c'est le côté du fauteuil, hein, c'est l'accoudoir qui est là, c'est la forme ici. On admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur l'intervalle 0,60. Donc 2 fois dérivable, ça veut juste dire qu'on peut la dériver 2 fois de suite. Donc ça veut dire que la fonction f' existe et f seconde aussi. Voilà, donc de 0 à 60. Partie A. On vous dit, dans toute cette partie, les réponses sont obtenues graphiquement à partir de la courbe représentative de f donnée précédemment. Voilà. Donc toutes les réponses seront données uniquement graphiquement. On admet que le point A de CF, d'abscisse 7, est un point d'inflexion. Donc vous voyez ici, le point A est un point d'inflexion. Donc je vous rappelle, un point d'inflexion, qu'est-ce que c'est? C'est un point de la courbe où la tangente va traverser la courbe. Donc si je zoome ici, je vais voir que la courbe est en dessous de la tangente au début. Et après l'abscisse 7, c'est la courbe qui sera au-dessus de la tangente. Donc dans ce cas-là, j'ai un point d'inflexion. Alors on vous dit déterminer une valeur approchée de f de 0 et f de 60. Donc je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. F de 0, on se place à l'abscisse 0. Et donc je vais venir chercher ici l'image de 0. Je lis à peu près. F de 0, ça a l'air d'être un tout petit peu au-dessus de 110. Alors je fais attention parce que les unités ici vont de 20 en 20. Donc quand je suis à la moitié, je suis à 110. Donc j'ai l'air d'être un tout petit peu au-dessus. Donc partie A. Première question. F de 0 est environ égal à, je vais mettre 111 pour signifier que j'ai vu que c'était un petit peu au-dessus de 110. Ensuite, f de 60. F de 60. Donc c'est de la lecture graphique, hein, donc de toute façon on tolère une lecture approximative. Donc f de 60, je regarde en 60, je suis à peu près là. J'ai l'air d'être un tout petit peu en dessous de 70, donc je vais dire 68 ou 69. Voilà. Question suivante. On me dit déterminer f seconde de 7. Donc, je n'oublie pas qu'on m'a dit que 7 était l'abscisse du point A, point d'inflexion. Or, je sais qu'un point d'inflexion, je peux aussi le voir comme un point où on passe d'une portion de courbe concave à une portion de courbe convexe. Donc, une fonction concave à une portion où la fonction devient convexe. Donc je sais aussi que quand je passe de concave, quand la fonction est concave, la dérivée seconde est négative. Quand la fonction est convexe, la dérivée seconde est positive. Donc au point d'inflexion, je sais que la dérivée seconde vaut forcément 0, puisqu'elle passe de positif à négatif. Donc c'est comme des températures. Si on passe de température positive à température négative, eh bien on passe par 0, donc c'est là où se trouve le point d'inflexion. Donc f seconde de 7, je ne le lis pas directement sur la courbe, ça ne se lit pas sur la courbe, c'est juste qu'on m'a bien précisé qu'il y avait un point d'inflexion à l'abscisse 7, ce qui veut dire que la dérivée seconde à l'abscisse 7 vaut 0. Mais sinon, je ne le vois pas tel quel sur la courbe. C'est parce qu'on m'a précisé que j'avais un point d'inflexion ici. Bon, j'ai bien insisté là-dessus. Ensuite, question 3. On considère la surface située entre l'axe des abscisses, la courbe CF et les droites d'équation x égale 0 et x égale 60. Ok, alors assurer la surface décrite ci-dessus sur la figure précédente. Alors je vais refaire approximativement ma figure. Donc elle fait un truc comme ça, hein. Voilà, ici ça va jusqu'à 60, là j'ai 0. Et donc, votre courbe, la surface assurée, on vous dit que c'est la surface du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses
x égale 0, x égale 60. C'est donc cette portion-là que vous devez assurer. Voilà, donc c'est ça que vous devez faire sur votre graphique. Ensuite, on vous dit, donc ça c'était le 3A. Ensuite, on vous dit, l'ébéniste estime l'aire de cette surface à 3800 unités d'air. Donc vous vous souvenez, l'unité d'air, c'est un carreau de 1 sur 1. Donc 3800 unités d'air. Cette estimation est-elle correcte? Donc ça veut dire que va falloir que vous estimiez un petit peu combien d'unités d'air il y a. Donc il faudrait calculer l'air sous cette courbe ici. Sauf que on vous a dit de faire tout ça graphiquement. Donc vous ne pouvez pas faire ce calcul à l'aide de la fonction dont on trouverait une primitive, etc. Alors, donc cette estimation de 3800. Donc on va vite voir qu'elle est fausse parce qu'en fait, si on regarde, donc il faut compter l'air qu'il y a partout sous la courbe, mais si rien que sur mon graphique, je m'intéresse ici à, je m'arrête ici à 60. Eh bien, si je calcule l'air du rectangle qui se trouve ici, je suis déjà, si je calcule ça, donc c'est l'aire d'un rectangle, donc ça c'est faisable sans la formule de ma fonction, sans l'expression de ma fonction. Donc si je regarde déjà ici, je vais avoir 60 fois 60, donc l'aire rouge ici, elle mesure déjà 60 fois 60, c'est-à-dire 3600 unités d'air. Alors on pourrait se dire, ah bah le reste fait 800, mais non. Enfin le reste fait 200 unités d'air. Mais en réalité, si je regarde, là c'était en minimisant ici la hauteur de la fin de ma courbe, l'image de 60. Et si l'image de 60, je pars du principe qu'elle vaut 70, donc ça veut dire que ça rajoute ça, regardez. Voilà. Et que du coup, là, je suis peut-être un tout petit peu au-dessus, puisque j'avais estimé à 69 l'image de 61. Donc ici, cette aire-là, l'aire verte, dans ce cas-là, si je vais jusqu'à 70, eh bien, je vais avoir que, elle me donne, c'est l'aire d'un rectangle, 70 fois 60. Et ça, si je le fais avec ma calculatrice, je trouve que l'aire verte fait 4200 unités d'air. Donc, l'estimation que propose l'énoncé ne me convient pas. Donc, on a dit, l'estimation est-elle correcte? Non, elle n'est pas correcte parce que de manière évidente, l'air que je vais avoir ici eh bien, sera bien supérieur aux 200 qui me manquaient pour l'air rouge. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut dire pour justifier que l'estimation n'est pas bonne, c'est faire un petit dessin comme ça et l'expliquer de cette manière-là. Ça fonctionne très bien. Ensuite, on va passer à la partie B. Pour la partie B, ça va être une partie plus calculatoire. Donc, on me dit de justifier l'expression de f' de x. Donc, ça veut dire qu'en fait, je dois calculer l'expression de la dérivée de f et essayer de retrouver la forme qui m'a été indiquée dans l'énoncé. Donc, pour dériver cette fonction, qui est dérivable, parce que c'est des sommes et des produits de fonctions dérivables, eh bien, je vais chercher l'opération principale, là où les opérations principales. Ici, l'opération principale, je vais la mettre en rouge, c'est l'addition. Quand une addition est une opération principale, je dérive chaque terme séparément et j'additionnerai les dérivés. 70, ça va être assez facile. Si je le dérive, c'est une constante, donc sa dérivée va être égale à 0. En revanche, cette partie-là, l'opération principale à l'intérieur, c'est en fait une multiplication. Et c'est une multiplication où les deux facteurs, donc 14x plus 42 et le deuxième facteur exponentiel de moins x sur 5, possèdent la variable x. Donc je vais devoir appliquer la formule u fois v. Je ne vais pas pouvoir y couper. Donc, pour dériver cette partie-là, je vais avoir besoin de dire
d'identifier U et V. Donc U, je vais choisir 14x plus 42. Et V, je vais choisir l'exponentielle de moins x sur 5. À partir de là, je vais calculer du coup les dérivés de ces deux petites fonctions, qui sont bien dérivables, un polynôme, une exponentielle. Et du coup, je me retrouve avec ici une opération principale dans 14x plus 42 qui est un plus, donc je vais dériver séparément. 14x, la dérivée, c'est 14, puisque dérivée de x est égale à 1. Et la dérivée de 42, c'est 0, donc 14. V' de x, c'est égal à la dérivée d'une exponentielle, c'est, je recopie l'exponentielle. Donc ça, la formule, c'est exponentielle d'une fonction u. Donc devant, il va falloir que je multiplie, vu que la formule c'est u' exponentielle u, il va falloir que je multiplie par la dérivée de l'exposant. Alors la dérivée de moins x sur 5. Alors ça peut paraître compliqué au départ, mais en fait ça ne l'est pas tant que ça, car c'est effectivement un quotient. Donc au début on se dit qu'on va devoir utiliser la formule u sur v, sauf que c'est un quotient particulier, c'est-à-dire qu'au dénominateur il n'y a pas la variable x. Ça veut dire qu'en fait je peux voir ça comme moins 1/5 fois x. Et oui, divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Dans ce cas-là, j'ai donc un nombre fois x, la dérivée d'une constante fois x, eh bien, c'est je conserve la constante, moins 1/5, et je dérive x qui vaut 1. C'est exactement comme quand vous dérivez 14x, c'est une constante fois x. Donc la dérivée de cette chose-là, ce serait moins 1/5 fois la dérivée de x qui vaut 1, donc moins 1/5. Comme ici, 14x, sa dérivée c'était 14, moins 1/5 fois x, sa dérivée c'est moins 1/5. Autre manière, donc, petite astuce à retenir, sinon, qui donne exactement le même résultat, c'est que quand j'ai un quotient et qu'au dénominateur il n'y a pas la variable x, finalement ça revient simplement à dériver le numérateur. Donc par exemple, la dérivée de ce quotient ici, ce serait moins quelque chose sur 5 du coup, et je dérive simplement le numérateur, dérivée de x, c'est 1. Donc ça c'est très pratique, ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc ça donne moins 1/5 exponentielle de moins x sur 5. Donc tout ça, ça va me servir à dériver en réalité la partie verte. Voilà. Du coup, j'applique ma formule. Donc, pour tout x appartenant à 0,60, j'ai que f' de x est égal à... Alors, j'oublie pas le début. C'est pas parce que je suis parti dans une formule compliquée que je dois oublier qu'au début, il y avait quelque chose d'autre dans la fonction. Alors, la dérivée de 70, c'est 0. Plus, donc le plus, c'est le plus que j'avais entouré en rouge là-haut. Hein. Voilà. Et donc, plus quoi? Je vais appliquer ma formule u fois v. Donc, ça fait u' fois v. Donc, ça fait 14 fois l'exponentielle de moins x sur 5, plus u fois v', donc 14x plus 42 fois moins 1/5 de exponentielle de moins x sur 5. Donc, toute cette partie-là correspond à la dérivée de cette partie-là. On reconnaît u'v plus uv'. Du coup, je fais mes calculs. 0 plus, je suis peut-être pas obligé de le réécrire. Donc, je me retrouve avec 14 exponentielle de moins x sur 5, plus, je vais développer ici, donc 14x fois 1/5 ici. Donc du coup, je me retrouve avec moins 14x sur 5 exponentielle de moins x sur 5. Je vais y arriver.
moins 42 sur 5 exponentielle de moins x sur 5. Alors j'aurais pu aussi ne pas tout développer et factoriser directement, mais le fait est qu'en général, vous trouvez ça un petit peu plus clair quand on fait cette étape-là. Alors du coup, ça me donne, je vais commencer par factoriser par l'exponentielle que je retrouve partout. Alors pourquoi je pense à faire ça? Parce que quand je calcule une dérivée, de manière générale, il faut que je pense à factoriser au maximum, vu que le but, c'est généralement d'étudier un signe derrière. En plus, si vous regardez l'écriture que vous avez dans votre énoncé, eh bien, il y a l'exponentielle qui est factorisée. Donc je factorise, je me retrouve avec 14 moins 14x sur 5 moins 42 sur 5 facteur de exponentielle de moins x sur 5. Donc là, ce qu'on peut encore effectuer, c'est 14 moins 42 cinquièmes. Donc, le problème, c'est qu'il faut que 14 se soit exprimé en cinquième. Alors, ça fait combien de cinquièmes, 14? Eh bien, donc, je dois le multiplier par 5 pour savoir combien ça fait de cinquième. Donc, 5 fois 14, ça fait combien? Donc, ça fait 5 fois 10, ça fait 50. 5 fois 4, 20. Donc, ça doit me faire 70. Du coup, je me retrouve ici avec 70 cinquièmes moins 42 cinquièmes. Donc en tout, ça fait combien de cinquièmes? 70 moins 42, ça doit me faire 28 cinquièmes. Et ici, je me retrouve avec moins 14x sur 5 exponentielle de moins x sur 5. Alors, je n'ai pas fini mes calculs, donc je vais reprendre plus haut ou continuer sur le côté. Non, je vais reprendre plus haut. Donc, j'ai repris ma dernière ligne qui était là, je l'ai recopiée là-haut pour finir mon calcul. Donc, je regarde ce qui avait marqué dans l'énoncé. Dans l'énoncé, je veux arriver à f' de x égale 1 cinquième de moins 14x plus 28 exponentielle de moins x sur 5. Donc là, on s'aperçoit que j'y suis presque, puisqu'en fait, ici, je peux tout à fait tout mettre sur 5. Donc ça va me donner 28 moins 14x sur 5, exponentielle de moins x sur 5. Et donc ça revient au même que de dire que c'est la fraction 1 cinquième qui a été multipliée par 28 moins 14x et qu'après on a multiplié par l'exponentielle de moins x sur 5. Donc soit vous le voyez comme ça, soit vous pouvez le voir comme une factorisation ici par 1 cinquième, soit vous pouvez le voir comme un nombre divisé par 5, ça revient à multiplier ce nombre par l'inverse de 5, donc par 1 cinquième. Tout ça, ce sont des explications qui fonctionnent. À vous de voir ce que vous comprenez le mieux. Et pour être exactement dans l'écriture de l'énoncé, en fait, au lieu de faire 28 moins 14x, on dit moins 14x plus 28. Ce qui revient au même. Donc moins 14x plus 28 exponentielle de moins x sur 5. Voilà pour le calcul de la dérivée. Donc, je vais effacer mon calcul, ma dérivée est notée là de toute façon. Donc, j'efface mon calcul pour faire la question suivante. La question suivante, ça va être d'étudier le signe de ma dérivée. Donc, question 2, petit a, on me dit étudier le signe de f' de x sur l'intervalle 0,60. Donc, je vais réécrire f' de x pour savoir d'où je pars. Pour tout x appartenant à 0,60, f' de x égale 1 cinquième fois moins 14x plus 28 exponentielle de moins x sur 5. Pour étudier un signe,
que ce soit une dérivée ou une fonction normale. La première chose qu'on regarde, c'est si on va pouvoir s'en sortir avec un tableau de signes. Pour s'en sortir avec un tableau de signes, il faut que votre fonction soit factorisée ou qu'on puisse la factoriser. Ça veut dire que les opérations principales doivent être des multiplications. Ici, c'est le cas, on a une multiplication ici, une multiplication ici. Donc si je fais un tableau de signes, il y aura chacun des facteurs, 1/5, moins 14x plus 28, il y aura aussi une ligne pour l'exponentielle, et ensuite, j'aurai ma ligne résultat, signe de f' de x. Donc voilà comment ça va se dérouler. Tout va bien se passer ici, puisque 1/5, son signe, c'est toujours positif, puisqu'un cinquième, c'est 0,2, donc c'est un nombre positif. L'exponentielle qui est là, une exponentielle est toujours strictement positive, donc ça je vais pouvoir le dire et justifier du coup le signe de l'exponentielle qui sera un plus. Et ensuite, j'aurai moins 14x plus 28. Alors vous savez que quand on a une expression du type affine, ici, eh bien on peut s'en sortir en faisant la résolution d'une inéquation ou alors d'une équation, ou voilà, suivant la méthode que vous avez adoptée pour trouver le signe. Il y a plusieurs manières de discuter de ce signe-là. Alors, je vais faire mon tableau de signes. J'ai donc x. On est sur 0,60. Je vais avoir, c'est un tableau de signes, donc dedans je vais mettre des signes. Signe de 1/5, ce facteur-là. Signe de moins 14x plus 28. Vous voyez, quand il y a une addition, je ne les prends pas séparément. Je prends toute mon addition d'un bloc. Ensuite, le dernier facteur de multiplication, c'est l'exponentielle. Donc, signe de exponentielle de moins x sur 5. Enfin, je vais terminer avec le signe de f' de x, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je multiplie ces trois choses ensemble. Donc, on a dit 1/5, c'est facile, c'est un nombre qui ne dépend pas de x. Donc, x, il peut être entre 0,60 ou il pourrait même être ailleurs. 1/5, c'est 1/5, c'est positif. L'exponentielle, c'est pareil, elle est définie sur R, et le résultat d'une exponentielle est toujours strictement positif. Donc là, à côté de cette ligne, éventuellement, je peux dire car la fonction exponentielle est strictement positive sur R. Voilà. Donc, il nous reste à parler de cette ligne ici, moins 14x plus 28. Donc, discrètement, sur le côté, je vais résoudre une équation, moins 14x plus 28, et je vais me demander quand est-ce que, donc une inéquation, quand est-ce que c'est strictement positif. Sachant que j'aurais pu faire la même avec strictement négatif, ou encore avec un égal 0. Voilà, donc vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Ça, vous saviez le faire avant que nous nous rencontrions. Du coup, je vais isoler le x. Alors, ma petite technique, c'est d'éviter au maximum les signes moins. Donc, plutôt que d'avoir moins 14x, de le conserver dans ce membre-là, et le 28 ici, de faire apparaître un moins 28 de l'autre côté en retirant 28 dans les deux membres, eh bien, je vais préférer retirer, ou plutôt rajouter 14x des deux côtés. Donc, dans ce membre-là, moins 14x plus 14x, ils disparaissent, donc je me retrouve avec 28. Et de l'autre côté, je rajoute 14x. On retrouve comme ça. Du coup, je vais diviser par 14 afin d'isoler x. Quand je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens. Donc je me retrouve avec 28 sur 14, ce qui me donne que x doit être plus petit que 2, puisque 2 doit être plus grand que x. Ce qui veut dire que moins 14x plus 28 sera positif quand les x seront en dessous de 2. Donc, avant 2, ici, je vais avoir un signe plus avant 2, et du coup, un signe moins après 2.
Donc, je vais placer 2 dans mon tableau. Je vais avoir du coup, en 2, ça fait pile 0. Si vous n'êtes pas convaincu, vous refaites la même chose avec un égal ici. Moins 14x plus 28 égale 0. Ça veut dire que 28 égale 14x. Ça veut dire que 28 sur 14 égale x. Ça veut dire que 2 égale x. Donc ce sera égal à 0 quand x vaut 2. Donc on a dit positif quand x est en dessous de 2. Négatif ici. Autre manière de voir les choses, je la répète, pour savoir si c'est un plus ou un moins. Donc je peux chercher où se trouve le 0 en faisant égal 0. Et après, je peux aussi regarder le coefficient ici, le coefficient dominant, là, ce qu'on appelle le coefficient directeur quand on parle d'une droite. Et donc, comme il est négatif, ça veut dire que cette fonction affine, elle est en fait décroissante. Et donc, si elle est décroissante, avant de passer par 0, elle était au-dessus de l'axe, donc positif. Et après de passer par 0, en dessous de l'axe, donc négatif. C'est comme vous voulez. Donc, je complète ma ligne. Entre 0 et 2 se produit un cinquième est positif, c'est dit ici. Entre 0 et 2, moins 14x plus 28, celui-là est aussi positif. Donc, positif fois positif. Pour l'instant, c'est positif. Et l'exponentielle est positive aussi. Plus, en 2, lui, il est positif. Lui, il vaut 0. Et lui est positif. Donc, positif fois 0 fois positif, ça fait 0. Et enfin, entre 2 et 60, positif, tout ça c'est négatif, c'est marqué là, et ça c'est positif. Donc plus fois moins fois plus, ce sera négatif. Voilà pour le signe de f' de x. Est-ce qu'on me demandait dans cette question d'en tirer des conclusions? Non, dans cette question, ça s'arrêtait là. Dans la question suivante, on me demande de construire le tableau de variation, de dresser le tableau de variation. Alors, vous avez l'habitude de le faire à la suite, mais comme c'est une nouvelle question, eh bien, on va pas le faire à la suite, on va refaire un nouveau tableau. Alors, on ne va pas refaire les 3 premières lignes qui nous servaient à trouver la dernière, mais on va refaire la dernière ligne et le tableau de variation juste en dessous. Voilà, donc faites bien ça parce que si les questions sont séparées dans votre sujet, elles doivent être séparées dans votre copie. Donc, question 2b. Donc, je vais refaire simplement la fin de mon tableau. Donc, j'avais 0, 60, le signe de f' de x. Donc, si je me souviens bien, c'était plus, moins, et ça valait 0 en 2. Et donc en dessous, je peux enchaîner avec les variations de f, puisque vous savez que le signe d'une dérivée me renseigne sur les variations d'une fonction. Lorsque la dérivée est positive, la variation est strictement croissante. Lorsque la dérivée est strictement négative, les variations sont strictement décroissantes. Je vais y arriver. Hop, on m'a dit de remplir les valeurs dans le tableau, mais on m'a dit d'arrondir à l'unité. C'est marqué dans votre énoncé. On arrondira à l'unité près les valeurs numériques qui apparaissent dans le tableau de variation. Donc, je fais mes calculs. Je vais prendre ma fonction f et je vais remplacer par 0. Donc, ma fonction f, si je remplace par 0, alors rien ne vous empêche d'écrire votre fonction f dans votre calculatrice. D'ailleurs, je vais le faire. Et on va utiliser ici la calculatrice pour trouver les résultats. Hop, je sors mon petit promontoire pour que vous voyez la calculatrice. Alors, f de x égale la fonction c'est 70, si je me souviens bien. On fait attention, on rentre bien f, pas f'. Donc 70 plus, entre parenthèses, plus quoi? 14x plus 42, hop, fois exponentielle de moins x sur 5.
Voilà, je valide. Et je peux aller dans définir table pour utiliser mon tableur. Et là, il me dit qu'il va calculer ça va démarrer à 0, il va faire un pas de 1, donc il va calculer de 1 en 1. Je peux aller sur demande, comme ça c'est moi qui vais lui dire les valeurs que je veux. Je lui demanderai comme ça directement 0, 2 et 60. Je vais ensuite dans table et je demande pour 0. Pour 0, il me dit 112. Ça tombe bien, donc je ne vais pas avoir besoin d'arrondir. Pour 2, il me dit 116,92, donc je vais arrondir à 117. Et pour 60, il me dit 70,005, je vais donc arrondir à 70. C'est parti. Donc, on a dit pour 0, 112. Pour 2, 116,92. Donc, on arrondit à 117 comme ils nous l'ont demandé. Et 70 pour 60, puisque j'avais trouvé 70,005. Voilà pour cette question. On passe à la question 3. La question 3, c'est avec un logiciel. Donc, il faut apprendre à bien lire ce qu'il y a sur les logiciels. Donc, si on regarde, peut-être qu'on ne va pas très bien voir, on va voir dérivé de 70 plus, etc. On reconnaît qu'ici 70 plus l'expression qui est derrière, en fait, ça c'est f de x. Donc, on a ordonné au logiciel de dériver f de x, puis de redériver la dérivée d'f de x. Donc, en fait, ce qu'on a décrit ici, c'est la dérivée seconde. Cette dérivée seconde, on a demandé ensuite, puisqu'on l'a recopiée ici, vous voyez, c'est la même, ici et là, on a demandé de la factoriser. Ça veut dire qu'en gros, on lui demande une écriture un peu plus jolie, l'écriture factorisée. Donc en fait, ce qu'on observe ici, le 14 exponentiel de moins 1 cinquième de x fois x moins 7 sur 25, c'est l'expression factorisée de la dérivée seconde de f. On l'a demandé au logiciel, donc pour savoir si vous saviez décrypter ce que disait un logiciel, mais aussi parce que ça vous aurait amené à dériver la dérivée qui était ici. Or, vous avez déjà eu une question de calcul de dérivée qui était dans la question 1. Donc, on ne va pas vous faire 15 fois les mêmes choses. Voilà, donc on vous demande, en utilisant les résultats ci-dessus, étudier la convexité de f. La convexité, vous savez que ça dépend de la dérivée seconde de son signe. Donc en fait, il faudrait que je trouve le signe de la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, je réécris ce qu'on m'a dit dans la question. Le logiciel m'a dit que, donc on est toujours sur 0,60. Sur 0,60, le logiciel m'a dit dérivée seconde de x, c'est en fait 14 exponentielle de moins 1 cinquième de x, vous voyez, c'est comme moins x sur 5, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, fois, le point c'est un poids, x moins 7 sur 25. Voilà, donc du coup, on vous demande d'étudier cette chose-là. Pour étudier le signe, il faut donc à nouveau faire un tableau de signes et repérer ici où sont les multiplications pour savoir combien de choses on met dans notre tableau de signes. Alors ici, si on regarde précisément, vous avez une multiplication là et vous avez une division aussi, puisque vous savez que les divisions, on les traite comme les multiplications dans les tableaux de signes. Donc, il faudrait, si je raisonne comme ça sans trop réfléchir, il faudrait faire un tableau de signes avec une première ligne, une deuxième, une troisième pour x-7, une quatrième pour 25. Voilà. Après, je pourrais tout à fait ici dire que j'écris cette chose-là, cette expression sous la forme 14 divisé par 25 fois l'exponentielle fois x-7. Et je pourrais faire une seule ligne pour 14 divisé par 25 qui deviendrait une constante. Et du coup, ça m'économiserait une ligne dans mon tableau. Je vais faire comme si je ne l'avais pas vu et que du coup, je fais mon tableau avec plein de lignes. C'est pas très grave, ça ne va pas me prendre beaucoup plus de temps. Donc, je me retrouve avec x, 0, 60. Ensuite, je vais faire le signe de 14, le signe de l'exponentielle, c'est pas trop dur non plus,
Le signe de l'exponentielle, c'est pas trop dur non plus. Donc exponentielle de moins 1 cinquième de x. Le signe de x moins 7, c'est pas trop dur parce que c'est affine, donc je vais résoudre mon inéquation comme tout à l'heure. Le signe de 25, c'est pas trop dur non plus puisque 25 est une constante. Donc son signe, c'est très simple à trouver. Et donc le signe de f seconde de x. Et après, je pourrais faire une ligne avec convexité, concavité, ou sinon je ferai des phrases. Du coup, 14, facile, c'est positif tout le temps, le nombre 14. Une exponentielle, c'est positif tout le temps. Alors ici, je ne vais pas repréciser car l'exponentielle, etc., puisqu'il y a déjà une question dans le sujet où je l'ai mis. Donc, il y a un argument qui a été mis une fois dans le sujet, on n'est pas obligé de le répéter si jamais on n'a pas envie de le répéter. 25, c'est un nombre positif, pas de problème. Donc, il reste x moins 7. X moins 7, je vais chercher quand est-ce qu'il est strictement positif. C'est quand x est plus grand que 7. Donc, je place 7 dans mon tableau. Je sais qu'en 7, ça fera 0, parce que si j'avais mis x moins 7 égale 0, j'aurais trouvé x égale 7. Et j'ai trouvé que x était positif, x moins 7 était positif, quand les x étaient au-dessus de 7, donc ici. Donc là, positif. Et donc avant, c'est sous-entendu que ce sera négatif. Du coup, je fais mon tableau de signes. Donc j'ai mon 0 ici qui va être copié. Avant 7, ça fait plus, fois moins, fois plus. Un seul signe moins, donc il va rester. Ici, j'ai que des positifs, ça va me donner plus. Donc ça veut dire que ma dérivée seconde est négative entre 0 et 7 et positive entre 7 et 60. Donc mon cours me dit que ça veut dire que la fonction f est concave, négative c'est concave, concave sur 0,7 et convexe sur 7,60. Donc f est concave sur 0,7 et convexe sur 7,60. Voilà pour cette question. Pour la question 4, on arrive sur la question assez classique qui consiste à essayer de montrer qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction. Donc pour montrer qu'une fonction grand G est une primitive d'une fonction petit g, il faut que j'arrive à montrer que si je dérive grand G, je vais retomber sur petit g. Voilà, donc c'est une question qui semble être sur les primitives, mais en réalité, les opérations qu'on va effectuer, nous, c'est de la dérivation. On va dériver grand G dans le but de retrouver petit g. Donc, grand G, on va la réécrire. Pour tout x appartenant à 0,60, grand G de x, c'est égal à moins 70x moins 560 exponentielle de moins x sur 5. Voilà, et donc mon but, ça va être de retomber sur petit g que vous avez dans votre énoncé. Donc, cette fonction, pour la dériver, je repère l'opération principale. Cette fois-ci, c'est la multiplication qui est ici. Donc, je vais dériver dans mes deux facteurs de ma multiplication, ici, du produit, il y a la variable x. Donc, je dois faire u fois v, je ne peux pas y couper. U de x, ça va être moins 70x moins 560. Et v de x, ça va être exponentielle de moins x sur 5. V de x, c'est le même que tout à l'heure, au passage. Donc la dérivée, ça va être la même. V' de x, je vous rappelle, c'est on recopie l'exponentielle. Et devant, on met la dérivée du numérateur. Le numérateur, c'est dx sur quelque chose qui n'en ont pas. Donc, on dérive simplement le numérateur en recopiant le dénominateur tel quel. U' de x, c'est moins 70, puisque ici, l'opération principale était un moins. 560 est une constante, sa dérivée, c'est 0.
moins 70x, la dérivée, moins 70. Donc, pour tout x appartenant à 0,60, je vais calculer ma dérivée, g' de x. La formule, c'est u'v plus uv'. Donc, moins 70, ça c'est u', fois v, donc fois exponentielle de moins x sur 5, plus, donc ça c'était u'v, plus uv'. Donc, j'ouvre bien ma parenthèse, puisque dans u, il y a une soustraction, hein, donc ça c'est une erreur qu'on voit souvent sur les copies. Moins 560 fois moins 1/5 exponentielle de moins x sur 5. Donc là, il va falloir que je développe, que je calcule, tout ça. Donc moins 70 exponentielle de moins x sur 5, plus, alors, moins 70x fois moins 1/5. Donc moins par moins, plus, les moins vont se neutraliser. Donc je vais me retrouver avec 70 fois 1/5, donc ça fait 70 sur 5 fois x fois l'exponentielle. Et là, je vais me retrouver avec moins 560 fois moins 1/5 exponentielle. Donc les moins se neutralisent, je trouve un plus. Je me retrouve avec 560 sur 5, puisque 560 fois 1/5, ça me donne 565e, exponentielle de moins x sur 5. Je peux factoriser, ou alors d'abord je peux peut-être faire mes calculs tranquillement. Donc moins 70 exponentielle de moins x sur 5 plus 70 divisé par 5. Ça nous fait 14. Donc ça me donne 14x exponentielle de moins x sur 5. Plus, ensuite, on va avoir 560 qui va être divisé par 5. Donc ça fait 112. Donc ça me donne 112 exponentielle de moins x sur 5. Du coup, là, j'avais moins 70 exponentielle, là, j'en ai 112. Donc, si je fais 112 moins 70, je me retrouve avec 42. Donc, 112 exponentielle de moins x sur 5 moins 70 exponentielle de moins x sur 5, il me reste en fait 42. Donc, 42 exponentielle de moins x sur 5 plus ce qui était là, hein, 14x exponentielle de moins x sur 5. Je peux factoriser par l'exponentielle. Et je me retrouve avec 42 plus 14x, le tout facteur de l'exponentielle de moins x sur 5. Est-ce que c'est ce que je voulais ? Et oui, ça, il se trouve que c'est petit g de x. Hop, je décale légèrement le tableau pour que vous voyez. Donc, c'est petit g de x. Ça veut dire que grand G de x est en fait petit g de x. Donc, grand G est une primitive de g, de petit g, sur 0,60. On passe à la question suivante, petit b. Donc on a trouvé une primitive de petit g, je me renote g de x, ce que c'était ici. Ce petit g, c'était 14x plus 42, exponentielle de moins x sur 5. Et je me renote la primitive de cette fonction qu'on a exhibée, c'est moins 70x plus, non, moins 560, exponentielle de moins x sur 5. Voilà. Et donc, on nous demande à partir de ça d'en déduire. Donc, en déduire, ça veut dire qu'on va se servir de ce qu'on a fait juste avant, une primitive de petit f. Alors, il faut que je me rappelle ce que c'est que ce petit f. Donc, pour tout x appartenant à 0,60, je vais me réécrire ce que c'est que petit f
de x. Petit f de x, c'est 70, je relis l'énoncé en même temps, hein, c'est 70 plus 14x plus 42 exponentielle de moins x sur 5. Donc, pourquoi on me dit en déduire une primitive de petit f, de ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire cette partie-là? Eh bien, petit f, quand je l'observe, trouver une primitive de petit f, c'est très compliqué, parce que petit f est constitué d'une somme, mais l'un des deux termes, celui-là, de ma somme, il y a une multiplication, un produit, et primitiver un produit, on ne peut pas primitiver tous les produits avec ce qu'on connaît du programme. Donc, quand la primitive est trop compliquée à trouver, on a tendance à vous en donner une. Quand une primitive est trop dure à trouver, on vous la donne. Mais en fait, il n'y avait que ce bout ici qui était problématique. Il n'y avait que 14x plus 42 qui est problématique. Donc, ce qu'a fait l'énoncé, c'est qu'il vous a mis le doigt sur quelque chose qui est que g de x, petit g de x, qui correspond à cette portion de petit f, eh bien, on vous donnait une primitive. Du coup, grâce à cette primitive, vous allez pouvoir primitiver cette partie. Alors, le travail n'est pas fini parce que du coup, votre fonction f, il y avait aussi le 70. Donc, vous allez devoir primitiver tout seul le 70 et utiliser la question précédente pour primitiver cette partie-là. Donc, pour tout x appartenant à 0,60, eh bien, je me retrouve avec grand F de x, si j'appelle grand F la primitive que je vais trouver. Je pense que c'est le cas dans l'énoncé. Non, c'était en déduire une primitive. Donc, je vais mettre une primitive grand F de petit f, donc une primitive grand F de petit f est, donc pour tout x appartenant à 0,60, grand F de x égale, donc je vais primitiver 70, ça me donne 70x, plus, qui correspond au plus qui est là. Je vais donner une primitive de cette partie-là, donc c'était petit g, donc ma primitive, ça va être grand G, donc moins 70x moins 560 exponentielle de moins x sur 5. J'ai donc trouvé une primitive de petit f qui est inscrite ici. Cette primitive va me permettre de calculer très certainement l'intégrale de la question suivante. La question suivante, donc je me suis renoté la primitive que j'avais trouvée dans le coin ici pour me faciliter la tâche. On me demande de calculer la valeur exacte de l'intégrale de 0 à 60 de f de x dx. Pour calculer ça, je sais que j'ai besoin d'une primitive de petit f. Donc la primitive que j'ai choisie, c'est celle-là. Donc je vais mettre grand F de x dans mes crochets. Donc j'ai 70x plus moins 70x moins 560 exponentielle de moins x sur 5. Donc je peux l'effacer parce que j'en ai plus besoin, je l'ai remarqué ici. Et donc il faut que je prenne cette primitive entre 0 et 60. Donc je vais d'abord la prendre en 60, donc ça me fait 70 fois 60 plus moins 70 fois 60 moins 560 exponentielle de moins 60 sur 5 moins, donc ça c'est la primitive qui était marquée là, avec 60 à la place de x, ici, ici, ici. Moins, je reprends la primitive, sauf que les x vont être remplacés par la deuxième borne, 0. Donc ça me donne, je mets bien des parenthèses, parce que quand je vais remplacer, vous voyez, c'est une somme, tout ça. Donc le signe moins qui est devant va s'appliquer à toute ma somme, donc je fais attention. 70 fois 0 plus moins 70 fois 0 moins 560 exponentielle de moins 0 sur 5. Et voilà.
je fais mes petits calculs. Donc 70 fois 60. 70 fois 60, ça vous fait, cette fois-ci, 42, donc ça fait 4200. Plus, alors, là, ça va me donner moins 4200, moins 560. Donc ça va me donner moins 4760 exponentielle de moins. Donc 60 divisé par 5, ça vous donne 12. Donc exponentielle de moins 12. Et là ensuite, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir moins 70 fois 0, ça fait 0. Là, dans la parenthèse, 70 fois 0, ça fait 0. Donc, je vais avoir moins 560. Avec le moins devant, donc plus 560. Exponentielle de 0 sur 5, donc exponentielle de 0. Exponentielle de 0, je vous rappelle que ça vaut 1. Donc, ça va faire 560 fois 1. Donc, ça me donne, je mets toutes les étapes, 4200 moins 4760 exponentielle de moins 12 plus 560 fois 1, donc plus 560. Je peux additionner du coup les 4200 avec les 560. Ça fait 4760 moins 4760 exponentielle de moins 12. Voilà pour ce calcul. Donc on me demande d'en donner une valeur approchée. Donc ça c'est la valeur exacte, hein, parce que si je fais exponentielle de moins 12, je ne vais pas retomber sur une valeur exacte simple. Donc maintenant on me demander une valeur approchée à l'unité d'air. Donc ça veut dire que je ne veux pas de chiffre après la virgule de cette chose-là. Alors on a quand même une petite idée, hein. Ça va être proche ça va être proche de ce nombre-là, parce que l'exponentielle risque d'être toute petite. Mais bon, on va quand même le taper. 4760 moins... Alors, 4760 moins 4760 fois exponentielle de moins 12, ça nous donne 4759,97. Donc voilà, donc c'est comme je vous disais, c'est que exponentielle moins 12, si on le tape tout seul, en fait, c'est tout petit. Exponentielle moins 12. Voilà, donc vous voyez là, le E moins 6, ça veut dire que le 6 apparaît en sixième position après la virgule, donc ça fait 0,0000006, donc c'est tout petit. Donc ce qui explique que les 4760 ont été multipliés par un truc tout petit. C'est pour ça que le résultat de cette chose-là, en fait, c'est comme si j'avais 4760 moins quelque chose très proche de 0. Donc en réalité, la valeur arrondie reste 4760 unités d'air. Donc si on reparle de ce qu'on avait vu tout à l'heure, là, avec, vous vous souvenez, la fameuse courbe F, et qu'on avait calculé l'air à peu près, il y avait eu une estimation à 3800, on avait dit non, non, ça ne nous va pas. Eh bien, finalement, on vient de trouver qu'ici, il y avait 4760 unités d'air, puisqu'on vient d'intégrer F de 0 à 60. Voilà. Pour cette dernière partie, la partie C, on s'intéresse au fauteuil et on veut vernir des parties du fauteuil. Donc votre fauteuil, je vous rappelle que là cette tête-là, donc il y a deux accoudoirs, que une face d'accoudoir, c'est notre fonction f ici. Donc en fait, il veut vernir pour chaque accoudoir, il a deux surfaces à vernir, de ce côté-là et derrière. Donc en fait, cette surface est comptée deux fois par accoudoir. Donc, pour savoir la surface totale, eh bien, je vais devoir atteindre en vernis, hein, à vernir. Il y a deux faces pour le premier accoudoir, donc deux fois ça. Pareil pour le deuxième accoudoir. Donc, ça fait 4 fois cette surface ici. Donc, 4 fois 4760
unité d'air. Au passage, lui, on nous dit que l'unité de longueur, c'est le centimètre, ce qui veut dire que l'unité d'air, c'est le centimètre carré. Donc, ça, c'est pour les accoudoirs. Et on doit rajouter l'assise. Et l'assise, on nous dit dans l'énoncé que l'air, c'est 5400 cm². Donc, on fait ce petit calcul pour savoir combien on a de centimètres carrés là-dedans. Alors, j'ai effacé la moitié avec mes super boîtes. Ça fait 4 fois 4760 plus 5400. Ce qui donne 24 440 cm². Donc, je réécris l'air égale 4 fois 4760. Et donc, on a dit que ça donnait, tout ça, ça arrondit, hein, parce que celle-là était arrondie. Donc, ça nous donne 24 440 cm². Donc, pour convertir des centimètres carrés en mètres carrés. Alors, je vous rappelle, 100 cm². Ça fait 1 décimètre carré. Et 100 décimètres carrés. Donc, là, 100 décimètres carrés. Ça fait 1 mètre carré. Donc, si on refait les conversions de base, vous avez les centimètres carrés ici, les décimètres carrés et les mètres carrés. Quand on travaille avec des surfaces, ici, on a appris quand on était jeune que dans les colonnes, on était comme ça. Donc des centimètres carrés, on en veut 24 440. Donc j'écris mes nombres. 24 440. Ça fait donc 2,444 mètres carrés. Donc ça, mon air est environ égal à 2,444 mètres carrés. Donc la question de l'exercice, c'était quoi? C'était il lui reste le quart d'un petit pot de vernis pouvant couvrir 10 mètres carrés. Donc, s'il lui reste ça à faire, le quart de 10 mètres carrés, c'est 10 fois un quart, c'est 2,5. Donc, il lui reste de quoi peindre 2,5 mètres carrés dans son pot. Et on vient de dire que l'aire à peindre, c'était 2,444. Cette aire à peindre est donc plus petite que ce qu'il pourrait peindre avec la fin de son pot. Il peut donc peindre son fauteuil. Donc la réponse, c'est oui, il peut. Voilà. Pour ceux qui ont la calculatrice que je montre depuis tout à l'heure, il y a une possibilité de convertir des unités directement. Ça peut vous servir si vraiment vous n'êtes pas très à l'aise là-dessus. Vous allez dans Appli, Apps. Vous allez dans Science Tools. Voilà. On appuie sur la touche. Convertisseur d'unités. Vous, c'est une surface. Vous êtes en centimètres carrés. Vous voulez 24 440 centimètres carrés, je valide, et je veux en mètres carrés. Et donc ça me dit 2,444 mètres carrés. Voilà, vous savez tout.